Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on est en compagnie de Pauline, que je vais laisser directement se présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans et je suis connue notamment sur TikTok pour parler de ma maladie. Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la barre de description. Déjà, je voulais te remercier vraiment, encore une fois, Pauline, d'avoir accepté mon invitation pour venir sur ce podcast. Merci à Du toi. coup, comme tu l'as dit, tu as une chaîne TikTok où tu parles du coup de ta maladie. Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert en tombant sur ton compte. Je voulais t'inviter et je trouvais ça important de le dire dès le début parce que je te trouve extrêmement forte, vraiment, donc je tenais à te le dire. Et je te trouve hyper, enfin, je sais pas, encourageante, etc. Parce que t'arrives à, du moins de ce que tu montres, t'arrives à prendre les choses un peu sous le second degré, enfin, t'arrives à relativiser, voilà, à relativiser les choses, et je trouvais ça vraiment impressionnant, et c'était pour moi une preuve de force de caractère, donc c'est pour ça que je voulais d'autant plus t'inviter. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire, du coup, nous parler un peu de ta maladie, pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, la maladie de Charcot, c'est une maladie dégénérative du motoneurone, donc des neurones moteurs, et ça se traduit par la perte musculaire qui normalement commence par les extrémités, donc soit les mains, soit les pieds, et se propage en fait dans le corps. Cette maladie, donc, elle est plus ou moins courte, il n'y a pas vraiment de règles. Pour chaque personne, c'est différent. Et les conséquences en fait de la maladie, comme je dis, c'est donc la perte musculaire, donc l'incapacité de bouger ses membres, donc ses pieds, ses mains, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ça va finir par toucher les voies respiratoires et c'est ça en fait qui crée le décès d'une personne. Et est-ce que tu connaissais un peu la maladie avant que qu'on t'en parle ou pas du tout? Je connaissais pas du tout la maladie. Voilà, comme j'ai dit, c'est une maladie assez rare, donc j'en avais pas entendu parler et personne dans ma famille ne l'avait non plus. Donc c'était vraiment, enfin, ça nous est vraiment tombé dessus comme ça, on s'y attendait pas du tout. Est-ce que tu veux nous raconter, enfin, je veux dire, comment tu as découvert que tu avais cette maladie-là, le moment où tu as eu cette annonce-là enfin, qui t'arrive? Alors, le temps d'avoir mon diagnostic, il a été très long parce que avant ça, j'ai eu les premiers symptômes et je me suis pas inquiétée tout de suite parce qu'avec la maladie, on n'a pas de douleur. Donc, je pense que comme tout le monde, on se serait pas préoccupé tout de suite de certains symptômes. Donc, mes premiers symptômes, c'était des crampes au niveau de la jambe gauche quand je me réveillais le matin, comme si j'avais fait du sport la veille. Et au fur et à mesure, j'ai remarqué que j'avais du mal à bouger les orteils gauche et que j'avais du mal à courir. Donc au départ, je marchais correctement, mais plus je perdais du muscle dans ma jambe gauche, plus j'avais des difficultés à marcher. Et donc, je boitais de plus en plus. Et c'est vraiment en septembre que j'ai commencé en fait les examens, sachant que au départ, c'est très compliqué de trouver des neurologues quand on n'est pas suivi. Donc, il faut en trouver un. Après, une fois qu'on est dedans, on est suivi, sachant que j'ai de la chance que ce soit visible, dans le sens où les médecins m'ont pas dit c'est dans la tête. Ils ont bien vu que c'était quelque chose d'important, donc ils ont continué les recherches. Du coup, j'étais hospitalisée, j'ai fait des IRM, des ponctions lombaires, etc. Et c'est en novembre, du coup, que j'ai eu mon diagnostic. Comme j'ai dit, j'étais suivie dans un hôpital où on m'a expliqué que j'avais une maladie dégénérative. Donc, bon, déjà un peu coup dur, que ce soit pour moi ou pour ma famille, parce que, bon, on ne s'attend pas forcément à une telle nouvelle. Mais on ne savait pas encore le nom de la maladie. On savait juste que c'était dégénératif, mais qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, ça, on n'en avait aucune idée. Et donc, l'hôpital dans lequel j'étais suivie m'a demandé d'aller dans un autre hôpital, dans un hôpital référent. Et on s'est dit, bah, ils vont continuer les recherches. Voilà, c'est un hôpital référent, ils vont continuer les recherches. En fait, on s'est rendu compte à ce rendez-vous qu'ils savaient très bien ce que j'avais, juste ils se renvoyaient un petit peu la balle Ouais. pour me dire ce que j'avais. Et donc, le neurologue, qui est très très gentil, hein, vraiment, il répond beaucoup à mes questions, mais il a eu du mal en fait à nous annoncer que j'avais une SLA. En fait, c'était vraiment, oui, tu as une SLA, mais en fait, pas tant que ça, etc. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un tabou autour de la maladie. Et donc, malheureusement, quand on est sorti de ce rendez-vous avec mes parents, donc on était trois, personne ne savait vraiment ce que j'avais. Donc, on a cru comprendre la SLA. Au final, c'était bien la SLA, mais c'était vraiment très flou. Donc, c'était bizarre. Et le grand souci chez les neurologues, en tout cas en France, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres personnes qui ont côtoyé la maladie, le grand souci, c'est donc ce tabou autour de la maladie et le fait qu'on soit livré à nous-mêmes. Donc, Mm. quand je suis rentrée chez moi,
en fait, je ne savais pas ce que c'était que la SLA, les conséquences, etc. Et donc, ça a été à moi de regarder sur Internet les conséquences de la maladie. Et c'est là que j'ai vu espérance de vie 3 4 ans. Donc, quand on est dans son lit, après une nouvelle comme ça qu'on a plus ou moins compris et qu'on voit 3 4 ans, ça fait bizarre. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu, on va dire, la première approche avec la maladie. Et c'est quand même surprenant que Moi, je pensais que le médecin, du coup, c'était lui qui t'avait donné les indications, entre guillemets, sur enfin, quelles étaient les caractéristiques de la maladie, et notamment sur bah, l'espérance de vie. Mais du coup, c'est toi qui as dû le découvrir sur Internet, surtout que sur Internet, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui... Enfin, il y a tout et rien, entre guillemets. Et donc, Et est-ce que tu l'as revu après, ce médecin-là, ou pas? Pour avoir plus Alors, d'indications, ou pas du tout? du coup, justement, je l'ai revu 2 semaines après. Donc, 2 semaines, c'est très court ou très long, ça dépend comment on le ressent. Et on attendait beaucoup de ce rendez-vous parce que c'était un rendez-vous pluridisciplinaire. Donc, on allait voir et le neurologue et l'assistante sociale, l'infirmière, on devait voir le psychologue, voilà, tous ceux qui sont là normalement pour nous accompagner dans la maladie. Le souci, c'est que vraiment, on est arrivé en hôpital de jour et les différents intervenants enfin, ont défilé, mais j'ai trouvé en tout cas, et mes parents aussi, que c'était assez froid. Dans le sens où il n'y avait pas de bonjour, comment ça va, vous les parents, toi Pauline, comment ça va? Sachant que je rappelle que j'ai appris la maladie il y a 2 semaines, donc c'est Hmm, extrêmement court. ouais. On essayait de demander encore une fois, et on n'était même pas encore sûr que ce soit bien la SLA. Donc on fait oui, mais c'est bien une SLA, etc. Et à chaque fois, ils étaient là, en mode, non, mais vous verrez avec le neurologue, vous verrez avec le neurologue. Donc on n'a pas trop compris. La seule qui a été vraiment là pour nous parler, c'était l'assistante sociale qui nous a là demandé comment ça allait. Hmm, Et le truc que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que ce jour-là, on devait voir un psychologue que je trouve extrêmement important dans l'annonce d'une maladie, que ce soit pour moi ou pour mes parents. ouais. Et malheureusement, ce jour-là, c'était son jour en gros de repos, etc. Donc c'est voilà, tout un contexte enfin, qui est extrêmement flou, extrêmement bizarre, je trouve. Et après, quand le neurologue est arrivé, on a pu discuter. Là, il répond vraiment à toutes mes questions. Donc, encore une fois, c'est vraiment à moi de lui demander si c'est bien une SLA. Quand je force un petit peu, il me dit que oui, c'est bien une SLA. Et c'est là qu'il m'explique les, pas vraiment les conséquences, mais plus comment la maladie agit dans mon corps. Parce que c'est important pour moi de savoir ce que j'avais et comment en fait ça se traduisait dans mon corps, comment aussi je pouvais l'expliquer aux autres d'une Hmm. manière un peu plus simple. Et donc voilà, là par contre, il répondait à mes questions. Mais c'est vrai que sur les conséquences de la maladie, je pense que ouais, il y a toujours ce tabou, peut-être parce que la maladie est différente d'une personne à une autre, mais en soi, même si elle évolue plus ou moins vite, c'est toujours la même chose. Donc c'est un peu voilà le côté plus humain, plus psychologique, je trouve qu'il manque. Mais voilà, c'est comme ça que qu'on s'est revus et comment ça s'est passé. Parce que je me mets à ta place, mais j'imagine que ça doit être assez compliqué parce que du coup, la première fois où tu le vois, tu sors, t'es un peu perdu, tu te demandes, déjà ça te tombe dessus, donc déjà le temps de réaliser les choses, j'imagine que tu dois être dans enfin, un esprit, tu dois être embrouillé. Tu Oui. rentres chez toi, tu te renseignes et là tu vois des termes hyper techniques peut-être sur Internet, mais aussi des fois, bah, tu vois une espérance de vie de 3 à 5 ans. Du coup, enfin, je pense que tu vas revenir dessus après, mais je pense qu'à ce moment-là où ça te tombe dessus, tu t'es un peu Mm. sonné. Mais d'un côté, vu que t'as pas eu la confirmation du médecin ou t'es un peu dans le doute, enfin, je sais pas, tu vas pouvoir me dire, mais peut-être que tu nourris un peu l'espoir en te disant, bah, peut-être que j'ai mal compris ou peut-être pas. Et je pense que du coup, tu dois être dans ce moment, dans ces 2 semaines jusqu'à ton autre rendez-vous, dans une phase d'incompréhension où d'un côté, ce qui est tout à fait humain, je pense, tu veux te raccrocher en te disant peut-être que j'ai mal compris ou peut-être qu'il y a une petite subtilité et voilà. Et donc, je pense que c'est 2 semaines où tu vacilles entre l'annonce terrible et l'autre côté où un peu l'espoir, je pense. Après, en fait, ce que tu racontes là, je l'ai un peu vécu aussi depuis début septembre, quand j'ai commencé les examens, Ouais. parce que donc, on fait plein d'examens, et on nous annonce des fois des diagnostics un peu au hasard. Ah, mais peut-être que c'est une tumeur, peut-être que c'est une sclérose en plaques. Du coup, bah, en fait, depuis septembre, j'étais un peu en mode, ah, c'est ça, ah non, c'est pas ça, ok. Donc, ouais, je pense, cette période de doute qui est bizarre, en fait, à Ouais. vivre. Mais quand on m'a annoncé, donc la SLA sans vraiment me l'annoncer la première fois,
en fait, je pense, enfin, je savais quand même que c'était ça, même si j'avais forcément, on a toujours envie de se raccrocher à quelque chose d'autre, même aujourd'hui, hein. Si quelqu'un vient et me dit, mais non, c'était pas ça, on s'est trompé, t'as encore, je sais pas, non, c'est pas 40 ans à vivre, ça fait pas beaucoup, mais si, 40 ans, j'ai 20 ans. Euh, voilà, on a toujours envie de s'accrocher à autre chose d'autre, mais je pense que ouais, pendant ces 2 semaines, je savais quand même ce que j'avais, mais Mm. comme tu disais, c'était vraiment c'est dur à expliquer comme situation, mais j'étais ailleurs. Vraiment, Ouais. j'écoutais pas trop ce qu'on me disait. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que j'aime pas rester dans cette situation, donc je me suis vite bougée. Ça a duré 2 jours, je pense, où en fait, le matin, je me réveillais et je me disais, mais il me reste 4 ans à vivre. Vraiment. Et c'était hyper perturbant de se réveiller comme ça, vraiment, avec cette peur du futur, des minutes qui avancent parce que tu as envie d'en gâcher aucune. Mais d'un autre côté, en fait, t'es tellement sonné que tu sais pas trop quoi faire. Tu dis, mais attends, là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, j'avais pas prévu ça, moi, dans ma vie. Moi, j'avais encore des années à vivre, donc j'avais plein de trucs. Voilà, donc c'est bizarre. Franchement, tu sais pas trop comment réagir à ce moment-là. C'est ce que c'était une de mes questions. J'allais dire, en fait, comment tu te réveilles quand tu te dis, il me reste 4 ans à vivre. Je me dis, tu dois tellement, la première minute, enfin, je pense, quand tu te réveilles, tu dois angoisser en te disant, mais je peux pas perdre une seconde de temps. C'est ça. Après, au final, tu te rends compte que, voilà, ça, bon, t'as quand même 3 4 ans, c'est très court, mais tu te dis, c'est quand même assez long. Voilà, enfin, t'essayes de relativiser. Je vois aussi, ce qui est très important, des psy et PNL qui sont là pour moi, qui aussi... Parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis interdit toute forme de futur. Parce que d'un autre côté, c'est pas faux, j'ai pas un futur, j'ai pas le même futur que toi, j'ai pas le même futur que mon voisin, etc. Mais elles étaient là à me dire oui, mais c'est important de vivre au jour le jour, mais ne t'empêche pas non plus de rêver ou de penser ce que tu vas faire dans quelques mois, etc. On va voir comment ça se passe, mais ne te prive pas d'un futur. Donc ça, j'ai trouvé ça très important parce que justement, en fait, on a toujours un futur. Voilà, on a toujours un demain. Voilà, donc c'est beau, c'est important de rêver. Mais c'était ça aussi qui était compliqué parce que je pense que ça, c'était le plus compliqué pour moi et encore aujourd'hui. C'est que j'ai toujours rêvé d'un mariage en Italie, mon mari, mes 2 enfants, j'ai déjà les prénoms, le chien, etc. Enfin, moi, dès qu'on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quand j'étais en primaire, j'avais déjà la liste, j'avais regardé les facs, les options, les Ouais. machins. Enfin, j'ai toujours vécu dans le futur, j'ai toujours adoré le futur. Et donc là, c'est d'un seul coup, ah oui, mais non, en fait, finalement, t'as pas de futur. Enfin, au long terme, comme ça, c'est compliqué. Et donc, je pense que ça, c'était le plus dur à accepter, comme j'ai dit, encore aujourd'hui. Et le fait aussi de voir, par exemple, mes amis qui se projettent, qui ont leurs copains, etc., qui se disent, bah voilà, moi, j'aimerais bien faire ça plus tard, ou ouais, qui pensent des projets de mariage, des machins, des machins. Et en fait, toi, tu es un peu dans ta bulle, tu les accompagnes parce que c'est tes amis, mais d'un autre côté, en fait, tu sais que ça va pas évoluer de la même manière. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui a été le plus dur à accepter. Et est-ce que du coup, comment tu fais du coup? Tu te crées ton... Enfin, vu que c'est ce que disent les psychologues, ça, tu essaies de te créer un futur, mais qui soit plus à court terme, ou comment tu arrives à procéder pour quand même te donner aussi envie de te lever le matin? Parce que même en vivant au jour le jour, du coup, si tu vois, si t'as du mal à te projeter sur... Oui, Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais oui, enfin, je comprends les... Ça doit être compliqué d'un côté d'essayer de trouver des trucs à court terme. Et pareil, parce que du coup, tu as parlé de relations amoureuses parce que tes copines ou tes copains, tu les vois en couple. J'ai vu sur ta chaîne TikTok, du coup, que au moment où tu as eu toutes ces annonces-là, enfin, si je me trompe pas, je crois que tu venais de te séparer en même temps de ton copain oui. quelques mois avant, ou j'ai cru voir ça. Et je sais pas si tu as retrouvé un copain ou pas, ou si tu en veux, mais du coup, même par rapport à ça, aux relations amoureuses, même aux relations amicales, faire rentrer des gens dans ta vie, comment tu vis avec ça, du coup? Comment t'arrives à Alors, gérer? par rapport au fait de me lever le matin, je me dis, si ce matin je suis vivante et que, voilà, que je respire, c'est pour faire quelque chose. Je me suis interdit aussi, parce que c'est dans mon caractère, enfin, que j'ai la maladie ou pas, de rester dans mon lit à rien faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est voyager, c'est écrire, c'est faire beaucoup de choses. Donc, tant que j'ai la possibilité, je le fais.
Alors oui, il y a des choses que je peux plus faire aujourd'hui. Par exemple, j'étais une grande passionnée de salsa et bachata. Et je Ah. pense que ça, aussi, c'est un des trucs les plus compliqués à voir. C'est que en soirée, j'étais celle qui restait tout le temps debout à danser parce que je jugeais ceux qui restaient assis pendant toute une soirée. Alors que là, bah, en soi, je suis bloquée dans mon fauteuil et je peux rien faire. Donc ça, c'est compliqué, mais ça m'empêche pas de me lever le matin, de me dire, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si j'ai envie de voyager, bah, il y a des adaptations. Il faut que je me renseigne, mais je vais le faire. Et par rapport donc justement au fait d'accepter des gens dans sa vie quand on sait en fait comment notre vie à nous va se dérouler, plus ou moins. Alors, pour les amis, c'est assez simple. Enfin, assez simple. En tout cas, pour les relations amoureuses, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les relations amicales, j'ai déjà mes amis en fait autour de moi qui sont géniaux, vraiment, qui sont là pour moi, mais sans être trop là pour moi. Parce que ça, je pense y revenir plus tard, mais c'est important de ne pas infantiliser les handicapés. Mais donc, les amis, ils sont là pour moi, ils m'accompagnent. Si j'ai besoin de quelque chose, de toute manière, je vais leur demander, mais ils vont le faire pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'ai perdu aussi des amis avec la maladie parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, enfin, qui n'ont pas voulu aussi être présents, etc. Donc, avec qui je me suis éloignée. Mais sinon, j'ai toujours voilà, mon petit groupe habituel depuis que j'ai 5 ans, donc ça va. Les relations amoureuses, là, c'est plus compliqué. Je suis une amoureuse de l'amour. J'adore ça, j'ai toujours trouvé ça très beau, que ce soit dans les films, dans les séries, etc. Et malheureusement, c'est plus compliqué aujourd'hui. Dans le sens où j'ai jamais trop eu peu confiance en moi. Enfin, voilà, ça a été, j'étais pas quelqu'un qui avait extrêmement confiance, mais enfin, normal. Et j'arrivais à trouver un copain, enfin, pas facilement, mais voilà, c'était simple. Aujourd'hui, en fait, je pense que ça s'est passé en plusieurs étapes. Il y a eu une première étape de je peux accepter personne dans ma vie. Parce que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Je vais prendre par exemple le côté, je me suis même fait un petit tableau Ah en oui. novembre. Il y a le côté garçon où je me dis déjà comment quelqu'un que je rencontre comme ça dans la rue, si je lui explique ma maladie, donc en gros, bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 20 ans, j'ai une maladie dégénérative et on m'a dit que j'allais mourir dans 3 4 ans, comment un garçon va m'accepter avec ça? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce que mon corps aussi, il va accepter mon corps? Parce que forcément, je pense que pour tout le monde, on perd un peu de confiance en soi. On aime moins son corps qu'avant parce que bah, on voit qu'on peut moins marcher ou les doigts, je trouve qu'ils crochettent. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, ils changent un petit peu. Donc, comment quelqu'un va m'aimer si moi déjà j'ai plus de mal à m'aimer? Ensuite, il y a le côté de est-ce que quelqu'un serait prêt à assumer, surtout à 20 ans? 20 ans, on est jeune, on a toute la vie devant soi, donc pourquoi, on va dire, prendre en charge quelqu'un comme ça alors qu'on sait très bien aussi que on n'a pas d'avenir ensemble? Et je pense que ce qui est compliqué pour moi, c'est d'accepter quelqu'un dans ma vie, sachant que peut-être qu'à l'instant T, oui, il sera prêt à être là pour moi, à m'aider, etc. Mais qu'est-ce que ça sera dans 3 mois, dans 4 mois, quand en plus j'en aurai le plus besoin? Est-ce que je suis prête à ce qu'ils me rejettent? En fait, c'est aussi ça, la peur du rejet, du regard des autres face à la maladie. Donc voilà, j'essaye de pas trop me fermer. Justement, bah, mes psys qui sont là pour moi à me dire oh, c'est bon, oublie un petit peu ta maladie et fonce. Mais voilà, c'est toute une gymnastique en fait dans la tête de est-ce que je suis prête, moi, à donner quelque chose sans vraiment qu'il y ait de futur, etc. Voilà. Et de ce que tu dis, enfin, j'entends, déjà c'est hyper bien que tu aies un groupe d'amis qui te soutiennent et qui soient là et qui soient soudés et qui en plus soient là sans être trop là. Je trouve, enfin, je Mhm. pense que c'est important aussi, même de ne pas avoir, je pense, tu vas me dire, mais quand on a des gens de notre entourage qui doivent être trop là et qui te rappellent trop peut-être que tu es malade, je pense que ça peut aussi avoir un côté un peu néfaste et donc je trouve ça hyper bien s'il y a le bon équilibre et tout. Mhm. De ce que tu dis, souvent l'aide psychologique je pense que c'est une psy, c'est ça? Ou t'en as une ou t'en as... Alors, je vois et une psychologue et une maître en PNL, donc la programmation neurolinguistique. Mm. Je pense que ça doit être une aide hyper précieuse. Enfin, je dis ça pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui ont la même maladie. Je pense que l'aide psychologique est hyper importante.
du coup, de ce que tu as l'air d'en dire. Parce que là, par exemple, pour les relations amoureuses, ça te permet aussi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui te dise, vas-y, fonce, oublie un peu ta maladie, qui te fasse un petit peu penser finalement à la vie sans la maladie, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui, moi je trouve que c'est très important déjà pour tout le monde d'aller voir un Mm. psychologue parce que je suis la première à dire, oh, enfin, je disais ça avant, ah, j'ai pas besoin de psychologue, franchement, tout va bien dans ma vie, ce qui n'était pas faux non plus, hein. Mais même quand j'avais la maladie, hein. Et je peux, en gros, moi, me gérer. Voilà. Mais voir une psychologue, c'est déjà une aide extérieure, quelqu'un qui ne te connaît pas personnellement, qui du coup ne va pas être influencé par les émotions, etc. Et qui a vraiment, voilà, comme je disais, ce regard extérieur, cette possibilité en fait de dire, là peut-être que ce serait mieux de faire ça et ça. Enfin, quoique, je dis ça, mais c'est pas vrai. Les psys ne donnent pas de conseils. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, mais c'est à nous de trouver nos propres conseils. Oui. Et, euh, Et donc, oui, je trouve que c'est très important. Et justement, le fait d'être allé voir une psychologue, moi, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit par rapport à la maladie, mais aussi pour tout le reste, sachant que la maladie, c'est pas juste le corps, enfin, ce qui se passe dans ton corps, c'est aussi tout le reste, bah, comme on disait, les relations amicales, les relations amoureuses, accepter l'aide des fois des gens alors que j'en ai pas envie. Enfin, Mm. ça aide beaucoup. Voilà. Ouais. Si c'est pas indiscret, tu as des séances toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Comment ça se passe le suivi là-dessus? Par rapport à la psy, j'ai un suivi toutes les 2 semaines et la PNL, bah, toutes les 2 semaines aussi. En fait, j'essaie d'alterner, même si ma PNL préférait qu'on se voit toutes les semaines, mais bon, ça coûte quand même assez cher. Donc Oui. voilà, je fais de mon mieux. Mais oui, c'est ça, c'est à peu près toutes les 2 semaines. Ok. Et tes rendez-vous, du coup, à l'hôpital, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent, c'est tu vas régulièrement? Alors, l'hôpital, par rapport à ma maladie, ça dépend. Là, j'ai quand même eu des rendez-vous assez rapprochés vu que mon nouveau neurologue, enfin, me connaît en soi que depuis peu, donc il veut voir un peu comment la Mm. maladie évolue. Sinon, après, ça dépend. Ça peut être soit une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les un an. Ça dépend de voilà comment la maladie évolue, s'il y a des choses vraiment à dire, etc. Donc voilà, c'est mes rendez-vous à l'hôpital. Sinon, j'ai des rendez-vous chez le kiné à faire. Mm. Donc trois fois par semaine, trois, quatre fois par semaine. Et sinon, pas d'autres rendez-vous. Et j'essaye aussi, moi, de mon côté, de faire attention à ne pas trop être dans cette bulle de malade. Dans le sens où j'ai 20 ans, je suis jeune, donc j'ai le droit de vivre comme une personne de 20 ans, que j'ai la maladie ou pas. Donc c'est important pour moi voilà, d'avoir vraiment ce partage voilà, entre les rendez-vous médicaux et mes sorties entre amis, mes voyages, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, ça doit être dur sinon de vivre tout le temps dans un environnement où tu es à l'hôpital, où tu vois des médecins ou des professionnels. Enfin, et du coup, je pense que ça doit te rappeler sans cesse du coup ta maladie, alors que d'un autre côté, tu te dis bah j'ai 20 ans, j'ai aussi envie de profiter parce que du coup bah t'as une échéance entre guillemets et du coup bah je pense que tu dois avoir ça. Mais je trouve ça hyper bien aussi, pareil, que tu arrives à continuer de voyager, à faire ce que t'aimes, à voir tes amis, parce que je pense que tu pourrais avoir aussi l'autre côté où tu pourrais te laisser sombrer entre guillemets et te dire bah ça sert à rien et je trouve que tu le prends du bon côté ou du côté où il faut que tu profites justement. Mhm. Après, je vais pas cacher que enfin, c'est pas facile tous les jours. Forcément, il y a des moments où je suis là dans mon lit, j'ai les petites larmes qui coulent en mode ah oui, c'est vrai que j'ai 3 4 ans à vivre, j'ai pas de futur, ouh, c'est génial. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est important. Je me réveille tous les jours, donc bah, je vais profiter. Et puis, j'ai aussi envie de laisser une belle image à mes proches, enfin, l'image de la fille que je suis vraiment sans la maladie. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui me fait lever le matin. Après, c'est vrai que plus les jours avancent, moins mon corps suit, et donc plus mon corps me rappelle que je suis malade, alors que j'ai pas forcément envie. Donc, il y a des moments où je vais tomber par terre et je vais pas pouvoir me relever parce que bah, j'ai plus de force. Euh, je pense au départ, c'était compliqué les jambes parce que je connaissais pas encore le problème des mains. Ah, les mains, c'est horrible. Ah oui. Euh, ah, les mains, c'est trop chiant. C'est hyper important des mains. Gardez vos mains toute votre vie. Euh, donc là, en fait, de la faiblesse au niveau du pouce droit et l'index gauche. Mais vu que je suis droitière, c'est plus ma main droite en fait où je ressens en fait les.
les problèmes au quotidien. Donc, c'est tout bête, hein, mais par exemple, si je veux mettre un bouton, c'est la fin du monde. C'est trop compliqué. Remonter une braguette aussi. Fermer la porte à clé, etc. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes pour moi, qui peut-être peuvent paraître ridicules pour les autres, mais par exemple, j'aime me maquiller. Ça, j'ai toujours aimé me maquiller, etc. Franchement, c'est cool. Mais Ouais. j'ai du mal aujourd'hui à tenir le pinceau. Voilà, tout ce qui est en fait geste délicat du quotidien, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je sais que je vais devoir à un moment euh, demander pour une aide, une auxiliaire de vie. Mm. Et c'est tout bête, hein, mais moi, c'est hyper important qu'elle sache me coiffer et me maquiller. Parce que j'ai pas envie, parce que je suis handicapée, de me laisser aller et de plus être qui je suis. Donc, c'est hyper, hyper important pour moi. Alors que mes parents, ils sont un peu en mode, bah non, on s'en fout qu'elle sache te maquiller ou pas. Non, vraiment pas. C'est important. Voilà. Et ce qui est compliqué aussi, c'est, je l'ai remarqué là récemment, c'est de couper la nourriture, donc couper, voilà, etc. Sachant que je ne suis pas quotidiennement en fauteuil. J'essaye d'être le moins possible en fauteuil parce que bah, le regard des autres, faut l'accepter. Mm. Voilà, faut vivre avec. Et tant que je peux un peu me lever, je le fais. Donc là, récemment, par exemple, je suis allée au restaurant et le souci, c'est que j'avais du mal à couper. Ou par exemple, pour manger, j'ai du mal à manger enfin, correctement. Du coup, je suis obligée de mettre ma main un peu, enfin, manger un peu comme une enfant. Et vu que je ne suis pas en fauteuil, les gens ne voient pas que je suis handicapée parce que dans l'imaginaire des gens, être handicapé, c'est être en fauteuil. Voilà, ça, on n'enlèvera Mm. pas. Même s'il y a des handicaps invisibles, etc. Hein. Mais pour les gens, si tu n'es pas en fauteuil, tu n'es pas handicapé. Et donc, j'ai honte aussi d'être là au restaurant, de manger enfin, comme une enfant, de pas manger proprement, parce que les gens ne voient pas que je suis Mm. handicapée, que j'ai du mal, que c'est pas juste je sais pas manger. Et j'ai pas envie en fait que les gens, alors que pourtant ça se trouve je les entendrai pas, hein, mais j'ai pas envie de ces gens qui soient à dire t'as vu comment elle mange, en gros elle a pas d'éducation, etc. Donc c'est compliqué. Ça, et comme je t'ai dit, le fauteuil, faut l'accepter. Au départ, je voulais pas de photo en fauteuil, vraiment pas. Et il y a pas longtemps, j'ai fait une soirée, donc qui était. Je pense pas que je ferais des soirées tous les jours parce que je vois les gens danser et moi qui adore danser, je peux Mm. pas, donc c'est perturbant. Mais il y avait un photographe. Au départ, j'avais dit que je ne voulais aucune photo en fauteuil. C'était important pour moi, je ne suis pas encore prête. Et finalement, en fait, j'ai vu une photo où j'étais en fauteuil parce que voilà, il prenait des photos. Et je pense qu'en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis vue en fauteuil, j'ai vu que j'étais bien maquillée, que j'étais belle, etc. parce que j'étais en soirée. Et je me suis trouvée belle sur le fauteuil. Et donc, ça m'a fait du bien, je pense aussi. Ouais, je pense que c'est hyper important que tu t'acceptes toi dans le fauteuil. C'est une nouvelle version de toi et je pense que du coup, tu vois, tu parles vachement du regard des autres, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que peut-être qu'au fond, toi, tu as encore du mal à te voir dans le fauteuil, mais ce qui est Oui, tout à fait normal, hein. Et du coup, tu te dis, ouais, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en me voyant dans le fauteuil, etc. c'est Mais ça. c'est aussi parce que toi, du coup, tu as du mal à te voir dedans. Et donc, je trouve ça hyper bien que bah, t'aies été prise en fauteuil et que tu te sois rendu compte que bah non, voilà, t'étais jolie, que t'étais tout aussi bien. Et voilà, je pense que c'est le temps d'accepter aussi. Oui. Mais c'est quand même dur parce que tu passes en fait à 20 ans, enfin, tu t'y attendais pas du tout d'une personne valide à non valide. Et comme on disait tout à l'heure par rapport aux relations amoureuses, même si j'ai toujours cette appréhension en fait de est-ce que quelqu'un va m'accepter, ben là en fait je suis directement en fauteuil, donc j'ai pas moyen, on va dire, de mentir, de dire non, j'ai rien, vas-y, il y a rien du tout. Et donc forcément, je me dis, mais il y a... les gens, ils vont me voir en fauteuil, ils vont pas du tout vouloir aller vers moi. Enfin, Mm. et c'est pas faux non plus, parce que, enfin, on va pas se le cacher, entre un garçon, s'il a le choix, on va dire, entre quelqu'un qui est totalement valide ou quelqu'un qui n'est pas valide, forcément, sans connaître enfin, la personne, il va se diriger vers la personne valide. C'est logique aussi. Donc voilà, c'est ça aussi à accepter. Ouais, ça doit être, en vrai, je pense que ça doit être ça le plus. Enfin, ça doit être compliqué. Même si ce que tu disais, quand tu vas au restaurant et que du coup, bah, des fois, tu as du mal à couper ce genre de choses-là. Et que comme tu l'as bien décrit, tu as dit les gens dans leur imaginaire, être handicapé, c'est le fauteuil roulant, il faut que ça soit visible. Et quand c'est pas Mhm. visible, les gens ont du mal à comprendre. Et je pense que ça Mhm. doit être ça aussi qui doit être super dur à vivre. C'est au côté-là où bah, tu as peur que les gens ils pensent juste que bah, tu l'as très bien dit, en fait, tu as dit qu'ils pensent que tu es mal élevé, que tu sais pas manger et que du coup, ils te jugent. Mais.
Comment toi, t'arrives à gérer ça justement quand quand t'as été au restaurant et que t'avais du mal à couper? Qu'est-ce que tu essayes de dire pour te rassurer, pour te dire que c'est pas grave, vu ce que les gens pensent, que c'est... Enfin, toi, tu sais que t'as une maladie, tu sais que t'as un handicap, et tant pis si les autres le savent pas et qu'ils sont trop bêtes pour te juger. Qu'est-ce que tu te dis pour te rassurer dans ces moments-là? Alors, autant pour plein de trucs, je me dis, oh, je m'en fiche, autant là, enfin, je pense aussi c'est extrêmement récent. Vraiment, le fait d'avoir du mal à manger, ça date d'il y a une semaine, hein, donc faut aussi l'accepter, c'est pas en claquement de doigts que ça va se faire, même si je suis assez forte, je trouve, pour passer d'une chose à une autre. Mais voilà, j'essaye de me dire, c'est rien, tu sais, enfin, tu sais, Pauline, que tu es handicapée, que c'est pas de ta faute, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, j'avais juste plus envie de manger, même si j'avais faim ou quoi que ce soit, parce que bah, j'ai peur en fait de montrer cette image. Et c'est pour ça, enfin, que j'essaye de faire au maximum, enfin, comprendre aux gens autour. Bon, là, c'était au restaurant, donc compliqué, mais par exemple, si je vais une soirée, etc. Je sais pas pourquoi, mais c'est important pour moi que les gens sachent que je suis handicapée. Bon, maintenant que je suis souvent en fauteuil, ils le voient bien. Mais avant, quand je l'étais pas, s'il y avait des gens qui me connaissaient pas, j'avais peur qu'ils se moquent de moi, par exemple, si je tombe. Hmm. Alors que bah, je tombe parce que j'ai la maladie. Et donc là, pour le restaurant, bah, j'essaye de me dire, hein, oh, c'est rien, toi, Pauline, tu connais, tu sais, mais c'est pas encore ce que je pense aujourd'hui, mais c'est ce qui est prévu de faire. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Après, moi, je dis ça, mais enfin, c'est tellement facile pour moi de dire oui, il faut se dire qu'on s'en fiche, mais enfin, ça doit tellement être difficile sur le moment, surtout quand, enfin, toi, c'est ce que tu l'as dit, c'est tout récent, le fait que tu aies des difficultés à manger, ce genre de choses-là. Et je pense que ça vient avec le temps. Oui. Avec enfin, l'habitude de te voir comme ça, l'habitude d'accepter aussi, parce que finalement, là, c'est quand même assez récent, même, enfin, c'est depuis septembre que tu fais Ouais. tes tests, tes Oui, examens, et depuis novembre où l'annonce est tombée, donc c'est quand même, je trouve déjà super bien la manière dont tu gères les choses, alors que c'est quand même super récent. oui, bah, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'arrive quand même à me bouger, mais il y a des étapes, en fait, des étapes de vie qui sont plus ou moins compliquées. Et je pense que voilà, pour accepter tout ça, c'est le temps, forcément. Et ce qui est assez paradoxal, vu que le temps, on n'en a pas beaucoup dans la maladie. Et, mais je pense aussi c'est le caractère qui fait que, parce que j'ai parlé avec d'autres personnes qui avaient la maladie. Bon, généralement, c'est des personnes un peu plus vieilles, parce que la maladie, à mon âge, c'est plus rare. Mais, ouais, ça fait partie, je pense, d'un état d'esprit, du caractère, d'objectifs aussi, donc qu'on se met pour nous-mêmes. Voilà, c'est un tout. Je voulais revenir aussi avec toi, je pense à ça. Parce que du coup, tu as dit oui, bah, des choses du quotidien comme se maquiller, que toi t'aimes bien, ou danser, ou bah, juste pouvoir marcher. Du coup, je pense que ta maladie aussi, elle te fait comprendre que les choses les plus finalement basiques, limite de la vie, tu vois, se lever, se maquiller, finalement, c'est peut-être les choses les plus importantes. Enfin, c'est les choses qui te manquent Oui, le plus finalement. c'est vrai. Non, c'est vrai, même aller me laver, c'est tout bête, mais voilà, j'ai moins d'équilibre, donc je dois faire attention, etc. Il y a un jour où je sais que je ne serai plus capable ni de manger par moi-même, ni de me laver. Et Mm. donc, je ne suis pas encore arrivée à ce jour-là, mais je ne sais pas quand ce sera, parce que la maladie, elle évolue plus ou moins vite. Mais c'est voilà, des gestes, en fait, du quotidien que tu n'arrives plus à faire. Et donc, en fait, je le vois un peu... Enfin, j'ai pas envie de dire ça comme ça, parce que j'ai pas envie que les gens le pensent comme... Enfin, le voient comme ça. Mais c'est aussi une sorte de perte de dignité, dans le sens où... Bah, tu es censée avoir 20 ans, être indépendante, pouvoir te laver par toi-même, te brosser les dents par toi-même. Enfin, c'est logique. Et pourtant, tu auras une personne que tu ne connais pas ou des gens que tu connais enfin, qui te lavent. Donc, quand tu fais ça en soirée parce que tu es complètement bourré, c'est pas grave. Mais quand tu le fais consciemment parce que en fait, c'est juste que tu n'es plus capable de le faire vraiment, là, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En vrai, oui, oui, je comprends. C'est pas une. Ouais, c'est. Ouais, non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Je pense que ça aussi, ça doit être dur à accepter. Mais justement, Comment, tu vois, une fois que tu as tous ces symptômes qui arrivent, où tu sais que tu vas perdre de la mobilité, je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, la mobilité, comment tu vis après ça? Comment tu arrives à te lever en te disant, ça se trouve aujourd'hui, bah ça, je pourrais plus le faire. Et enfin, comment tu le vis après, en fait? Alors, c'est vrai que j'essaye de pas trop penser à ce que je pourrais plus faire plus tard. Mm. Voilà, c'est important pour moi de vivre quand même au jour le jour.
Et quand je pense au futur, je pense pas au futur de la maladie, mais au futur de moi comme personne, avec mon entourage, etc. Donc, le matin, je me dis pas, ah, peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais pas faire ça ou ça. Voilà. Bon, je le remarque parce que bah, forcément, ça se remarque à un moment. Mais donc, il y a toujours ce moment où, ah oui, je peux plus faire ça. On respire, ça va aller, c'est rien, on continue d'avancer. Même si bon, la maladie fait que je roule plus que j'avance. Mais oui, j'essaye de pas trop me projeter par rapport à ça. De toute façon, on verra bien. Je peux rien faire moi par rapport à la maladie. Il n'y a pas de médicament. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de médicament curatif. Il y a un médicament qui est censé ralentir, mais par rapport aux personnes, c'est complètement différent. Ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, je me dis, bah, il y a juste à vivre au jour le jour. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, Ouais. Je trouvais ça intéressant parce que tu as dit oui, je veux pas penser à bah, comment va évoluer la maladie. Mhm. Et je trouve ça bien parce que du coup, ça te force à rester positif et c'est peut-être aussi un peu une des clés pour mieux vivre avec la maladie, c'est de voir le bon côté, de se dire, ok, bah déjà, c'est déjà, je me lève, enfin, de voir tout le positif en fait, je pense. Oui, oui, être positif, c'est hyper important. De toute manière, au quotidien, être positif, c'est important. Pour n'importe quoi, hein, que ce soit la maladie ou autre chose. C'est... Je trouve ça important, enfin, oui, c'est ça, dans la vie au quotidien, parce que bah, si on se réveille tous les jours en étant pessimiste, bon, ben, je trouve qu'on va pas aller bien loin, même si je suis d'accord qu'il y a forcément des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus, qui nous font, enfin, qui nous donnent pas forcément envie d'être positif tous les jours. Mais c'est important. Et puis, c'est aussi ça que j'avais envie de montrer, en fait, bah, sur TikTok, c'est que effectivement, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui sont pas évidentes parce que on s'y attendait pas ou alors on s'y attendait, mais même c'est pas forcément évident. Et malgré ça, essayer, même si je sais que c'est dur, hein, mais essayer d'être positif, de continuer à vivre, d'avoir des objectifs. Moi, ce que je disais dans un de mes TikTok, c'est que j'ai une liste des choses à faire, la liste de mes envies. Voilà, il y a des choses que je peux plus faire. Vraiment, bah, dans cette liste, il y a des trucs vraiment incroyables comme ridicules, comme par exemple aller voir des aurores boréales ou me faire embrasser sous la pluie. Donc vraiment complètement différent. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on a envie de faire qui, pour moi, nous poussent à aller de l'avant et à se réveiller le matin, à se dire, bon voilà, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ça. Bon, même s'il y a des jours où je fais pas grand-chose, hein, mais voilà, je regarde une série, mais c'est très bien aussi. Voilà, j'essaie de me dire, quand je regarde un film ou une série, je le vois pas comme du temps perdu. Je me dis, oui, c'est de la culture. Voilà, j'ai regardé ce film, c'est hyper intéressant. J'ai regardé Les Tuches, hyper intéressant sur la famille française. Donc voilà, c'est important d'être positif. Et justement, par rapport à TikTok, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé, moi, à être positive. En fait, je donnais de la positivité, mais on m'en a donné beaucoup aussi en retour dans le sens où j'ai déjà les commentaires TikTok adorables, vraiment. J'étais là, ils sont trop gentils, les gens sont adorables. Et aussi, j'ai relié donc mon compte TikTok à mon compte Insta justement parce que il y en a qui voulaient me poser plus de questions ou des gens qui ont vécu la maladie, enfin avec qui avaient envie de partager avec moi. Et justement, j'ai reçu des messages, vraiment, je me dis, les gens, ils sont quand même allés sur mon profil. Ils ont été sur mon Insta pour m'écrire un long message alors qu'ils n'ont même pas connu la maladie, juste pour me dire, t'es incroyable, avance, je te trouve génial. Ouais. Ah, c'est beau. Et c'est vraiment la gentillesse pure. Enfin, le monde est beau, voilà, malgré ce que les gens disent, le monde est très beau. Et même si, bon, j'ai quand même des commentaires. Franchement, les gens, des fois, ils oublient que je vois les commentaires, tous les commentaires. Et d'ailleurs, je voulais faire une vidéo avec ma soeur parce que c'est tellement drôle. Il y en a qui essayent d'être gentils, etc. Enfin, ils sont gentils, c'est pas le souci, hein. Mais qui, par exemple, répondent à des questions. Il y en a qui demandent ce que j'ai comme maladie. Bon, ils peuvent aller sur mon compte, hein, j'en ai fait beaucoup, beaucoup des vidéos. Mais il y en a quand même qui posent la question. Et donc, des fois, tu as des commentaires qui disent, enfin, pour répondre, ah oui, en gros, c'est une maladie des muscles et en gros, à la fin, tu meurs. Ah, ouais. Oui, bah, en soi, c'est pas faux. Voilà, très C'est bien bien résumé. résumé. Mais du coup, voilà, c'est pas très méchant. J'ai eu des commentaires un peu en mode, oui, tu mens, c'est rien, etc. Ah oui. Ou alors, Ouais. oh, tu devrais être contente de mourir. Moi, j'aimerais bien mourir et j'y arrive pas. Bon, après, je vois C'est bien que dur. c'est plus du mal-être en fait de la personne, donc je Mm. le prends pas mal du tout.
et je prends pas beaucoup de choses mal. La seule chose que je vais prendre un peu mal, moi, et qui, par contre, pour le coup, va m'énerver, et là, je serai voilà, pas celle qu'on connaît, mais autre chose, c'est quand comme je disais tout à l'heure, quand on infantilise la personne handicapée. Donc oui, il y a des choses que je peux plus faire, mais je n'ai pas 5 ans. Je reste une personne de 20 ans. J'ai toute ma tête, donc ne me traite pas, s'il te plaît, comme quelqu'un de 5 ans. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est hyper important que tout le monde sache que un handicapé, c'est pas un enfant, que je pense beaucoup, s'ils ont besoin d'aide, ils demanderont, ils n'hésiteront pas à demander. Donc voilà, je comprends l'aide qu'on a envie de nous apporter, mais avec parcimonie, voilà, c'est important. Donc, ouais. Euh, alors, j'avais plusieurs choses à dire sur ton Ouais. intervention, mais je trouve ça bien qu'à travers ton compte TikTok, tu aies pu donner un sens, entre guillemets, à ta maladie. Parce que je pense, il y a ça aussi. Tu vas me dire, hein, encore une fois, je parle sous réserve de ton contrôle, mais comme la maladie de Charcot, enfin, je me suis un peu renseignée, c'est plus une maladie qui touche quand tu as vers 40 ans, 50 ans, enfin, de ce que j'ai vu. Et c'est très rare quand ça touche les jeunes de 20 ans. Donc je pense que tu dois te dire, tu me diras, hein, mais je pense que sur le coup, quand tu apprends ça, tu dois peut-être trouver un peu la vie injuste en te disant, mais moi j'ai 20 ans, j'avais encore des choses à vivre, ce genre de choses-là. Donc je trouve ça bien qu'à travers ton compte TikTok, tu aies pu donner un sens peut-être en te disant, bah voilà, trouver quelque chose, aider les gens qui peuvent vivre la même chose. Toi, de l'autre côté, recevoir du soutien, et je pense que c'est tellement important, et si les gens sont hyper bienveillants, ça doit faire tellement chaud au cœur. Donc je trouve ça Mm. hyper bien. Et sur le deuxième point, tu vas me dire, mais sur le fait que bah, les gens, ils ont tendance à infantiliser quand t'as une maladie ou que tu as un handicap. Je pense que euh, bah, c'est peut-être parce que les gens ils savent pas trop comment réagir aussi au début. Je pense que c'est aussi une propre peur parce qu'ils se disent bah je peux pas aider, je peux rien faire et donc du coup bah tu sais ils essayent de donner. Oui. Et je sais pas du coup comment ça s'est passé avec tes parents parce que je pense que c'est les personnes les plus proches entre guillemets. Est-ce qu'au début ça a été un peu compliqué? Comment ça s'est géré? Alors, par rapport au fait de donner un sens à la maladie, tu as complètement raison, c'est exactement bah, tout ce que tu as dit. C'est au départ, tu te dis, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que, enfin, c'est ce que c'est de ma faute, etc. Mais en fait, c'est des questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse. Donc, ça sert à rien en fait de te les poser au quotidien. Ça sert à rien de te dire, enfin, de détester ton corps, etc. Je dis ça, mais c'est facile à dire, hein. Tout le monde, enfin, n'y arrive pas et pas tous les jours. Mais voilà, faut. C'est pour ça que je pense que c'était important pour moi de me servir en fait de ma maladie comme en fait d'une aide pour les autres. Par exemple, bah, pareil sur Insta, j'ai pu discuter avec des personnes qui m'ont dit bah merci, grâce à toi, j'ai moins peur, etc. Et donc je me dis voilà, j'ai la maladie. Certes, j'aurais préféré ne rien avoir, hein. Je vais pas dire que je préfère, enfin, j'aime aider, hein, mais j'aurais préféré être tranquille dans mon coin. Mais ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir aider des gens, enfin, voilà, à surmonter des épreuves. Donc oui, je pense que ça donne quand même un sens à la maladie. Ou du moins, on essaye de trouver un sens aussi, c'est important. Et par rapport au fait d'infantiliser, alors oui, c'est vrai que bah, c'est plus la difficulté, elle est en plus voilà, de mes parents, parce que bah, c'est les parents, enfin, je suis leur bébé, Ouais. je suis leur enfant. Je pense qu'aucun parent n'aimerait entendre, oui, votre fille de 20 ans, elle a une espérance de vie de 3 4 ans, et pendant ce laps de temps, elle va perdre de plus en plus en fait, de mobilité, etc. Enfin, elle va avoir plus de mal à faire tout ce qui était possible de faire avant. Mm. Donc, forcément, je sais, en fait, et c'est ça, en fait, qui est compliqué et que j'essaie, enfin, en soi, je le comprends, mais à accepter, c'est l'inquiétude des gens autour qui se sentent impuissants face à la maladie, surtout les parents. Ils se disent, mais j'aurais préféré que ça m'arrive à moi plutôt qu'à ma fille. Et donc, accepter que oui, ils aient peur. Oui, des fois, ils sont un peu réticents à l'idée que je parte voyager parce que ils se disent, oui, mais s'il y a un souci, etc. Et justement, c'est là où enfin, je pense il va y avoir le plus de disputes, alors que pourtant, c'est pas du tout. Enfin, je vais pas vous dire que parce que j'ai la maladie, tout est beau, tout est rose, on est là, amour, oui, il faut profiter. Alors, on essaye de le faire, mais en fait, il y a toutes les émotions, toute la peur, toutes les angoisses, en fait, qui prennent aussi le dessus.
Et donc, forcément, ça se trouve, j'ai mes parents qui vont me dire, oui, mais je suis pas trop pour que tu ailles là. Mm. Et moi, tout de suite, en fait, vu que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, et il y a tellement de choses que je peux plus faire aujourd'hui. Alors, si je peux le faire, me dites pas, en fait, me dites pas ça. Même si c'est pas méchant, en fait, je vais tout de suite partir au quart de tour parce que c'est... J'ai pas envie qu'on me renvoie, en fait, la maladie, et j'ai envie qu'on me laisse essayer de vivre comme je peux. Je sais qu'il y a des trucs que je peux plus faire, mais si ça, je peux le faire, même si c'est compliqué, même si je vais devoir demander de l'aide à des gens dans l'aéroport, je m'en fiche, je vais le faire, je vais tout faire pour. Et donc, c'est ça qui est compliqué, c'est vraiment les disputes, en fait, qui sont au niveau de la maladie, en fait. Ouais. Il y a tellement d'angoisse, tellement, enfin voilà, c'est tellement prenant, c'est tellement inattendu, ça fait tellement peur que forcément, bah, et ça pète un peu de temps en temps à droite à gauche parce que moi il faut que je comprenne que ils aient envie de m'aider mais moi je suis en mode oui mais ils comprennent pas que j'ai pas envie qu'ils m'aident. Voilà, c'est Ouais. alors qu'en soi je le sais et ils le savent mais c'est quand même compliqué. Ouais, je pense que ça doit être dur de gérer parce que eux, ils reflètent leur propre peur et insécurité sur toi, mais c'est normal, hein, c'est pas c'est Oui, normal. Et toi, d'un autre côté, bah, t'as envie, tu reflètes aussi tes peurs en te disant, bah non, non, mais moi, je veux le faire parce que je peux encore le faire et donc un jour, je pourrais peut-être plus le faire, donc laissez-moi le faire, oui, tu vois. Et du coup, il y a une confrontation de peurs, mais au final, c'est juste, bah, vous vous aimez et donc vous oui, avez c'est de tous l'amour. peur, mais ça Mm, doit être compliqué à gérer. oui, Après, si bah, du moment qu'ils arrivent à le comprendre et que toi, tu arrives à finir par faire ce que tu as envie de faire, bah, c'est ce qui compte. Et je pense que voilà. Et tu as parlé d'ailleurs de la peur. Et si je voulais revenir sur ce mot, j'ai vu, pareil, sur ton compte TikTok. Je sais pas si tu étais croyante avant, mais de ce que j'ai compris, du coup, tu es croyante, non? Est-ce que ça t'est venu avec l'annonce de la maladie ou tu l'as toujours été? Et si tu l'as toujours été, qu'est-ce que est-ce ça que a ça eu? change? Ouais, Mm. voilà. Alors donc je suis née dans une famille chrétienne plus par tradition, dans le sens où bah, mon père a été baptisé, ma mère s'est fait baptiser, voilà, enfin bébé. Ma sœur et moi nous sommes fait baptiser aussi bébé, mais il n'y a jamais eu de croyance derrière. C'était vraiment plus la tradition, voilà, tout le monde le fait, donc on le fait aussi. Mais je sais que, enfin, bizarrement ou pas, j'ai toujours, moi, cru en Dieu, alors que pourtant mes parents n'étaient pas croyants. Et j'attendais, bon, ça c'était avant la maladie. En septembre, bah, justement, j'étais en études à Saint-Malo en Bretagne. Donc, j'attendais d'être dans mon nouvel appart pour aller à l'église parce que je sais pas, j'avais peur. C'est bizarre, hein, pourtant mes parents ils s'en foutent, hein. Mais j'avais peur de leur dire voilà, je vais à l'église, etc. Je savais qu'ils allaient pas me juger, mais je sais pas, le changement me fait peur. Ça, je pense aussi, c'est ce qui joue aussi sur la maladie, c'est que toutes sortes de changements, qu'ils soient bénéfiques ou pas, me fait peur. J'ai peur du regard des autres, etc. Enfin, qu'on pense quelque chose, que ce soit positif ou pas. Et donc, par rapport à la religion, c'est vraiment là que je me suis intéressée plus à la religion. Et dans ce même temps, en fait, donc, coïncidence ou pas, voilà, j'ai eu la maladie. Et ça m'a aidé encore plus, en fait. Peut-être que j'ai cru encore plus avec la maladie, ce qui peut paraître bête pour certains, parce que certains vont se dire, oui, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il donne la maladie, etc. Enfin, pas ce qui n'est pas faux, mais ce que je comprends comme raisonnement. Mais de mon côté, en fait, je le vois plus comme, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai la maladie, etc. Mais la religion m'aide à m'en sortir, m'aide à envisager un futur. Mm. Voilà, et puis même sans ça, enfin même sans la religion, il y a tous ceux qui vont à l'église, qui sont tellement gentils, qui sont là, qui te donnent juste de l'amour. C'est juste vraiment paix, amour tous les dimanches. Donc, oui, je pense que c'est un tout et que avec la maladie, justement, je me suis encore plus plongée dans la religion, peut-être à la recherche d'une aide ou quoi que ce soit. Et voilà. Ouais, peut-être à la recherche d'un sens aussi, parce que tu as Oui, dit oui, certains vont penser que bah non, ben, tu vois, s'il y avait un Dieu, pourquoi il t'aurait donné la maladie? Mais d'un côté, on peut aussi se dire, bah justement, il y a un sens, peut-être que même, je pense, tu vas me dire, mais même pour la vie après, tu vois, tu te dis, bah il y a oui, pas un croyant, tu dis, il y a c'est peut-être vrai. quelque chose, et ça te permet de donner un sens indirectement aussi à ce qui se passe. Oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que du coup, justement, ça me fait un peu moins peur. Bon, je suis pas impatiente à l'idée de mourir, hein, franchement, c'est pas ce que enfin, préfère envisager. Mais je me dis,
non, tranquille, je serai au paradis et tout, je mangerai des petites bananes avec des fontaines de chocolat. Voilà, et c'est vrai que du coup, bon, ça, je le dis pas forcément à mes proches parce qu'eux, ils sont en mode, bah non, on va être reste ici parce que nous, enfin, tu vas nous manquer. Mais bon, moi, j'essaie de me dire tranquille, ça va aller. Voilà. Mais justement, par rapport au décès, et ce que je disais tout à l'heure par rapport au futur, ça, c'est extrêmement perturbant. Ça peut paraître glauque ou quoi que ce soit, enfin, je le prévois pas non plus, mais avant, je prévoyais ma liste de mariage, etc. Et là, en fait, on se retrouve à 20 ans à prévoir, en fait, son enterrement. Et c'est extrêmement perturbant parce que tu te dis, est-ce que j'ai envie d'être enterrée ou pas? Voilà, du coup, je fais... Ouais. Bon, du coup, on en rigole avec ma sœur parce qu'on a vraiment un humour noir. C'est pour ça que je l'aime tellement. C'est parce que j'aime rigoler de ma maladie. Je sais que je peux pas le faire avec tout le monde. Ouais. Avec ma sœur, je peux le faire. Du coup, on pense aux musiques qu'on va faire. Par exemple, j'avais pensé... mince, comment ça s'appelle? Tu sais... Ah, pourquoi j'ai plus le nom en tête? Ah, C'est autre... au lieu d'être enterré, euh, incinéré. incinéré, ouais. Voilà. Ouais. Donc j'avais pensé à l'incinération. Du coup, avec ma sœur, on rigolait sur les musiques. Par exemple, This Girl is on Fire ou alors Ah, Allumer le feu. oui, Voilà, on j'ai essaie de... pensé celle-là. Voilà. Mes parents, peut-être, seront moins enjoués à l'idée, mais peut-être que ça, on rigole bien. Mais je trouve ça important, tu vois. Bah, je sais que tout le monde n'est pas dans l'humour noir et tout, mais je trouve ça important quand on a la maladie ou qu'on a ce genre de choses, de pouvoir rigoler un peu de la maladie avec des gens, bien sûr, avec qui tu peux en rire, parce que ça te permet de dédramatiser la chose aussi, Mm. je pense. Oui, oui, vraiment. Donc, c'est Enfin, important. depuis longtemps, dès qu'il y a quelque chose qui va pas trop, j'ai tendance à rire. Des fois, du coup, ça m'amène dans des situations assez gênantes, mais je trouve que c'est important. Enfin, ça amène un peu de légèreté là où il y a vraiment une lourdeur constante. Mm. Donc, ça fait du bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu as bien décrit de la légèreté dans une lourdeur un peu constante. Et est-ce que tu as peur de, bah, est-ce que, si on se... T'as peur? Enfin, est-ce que malgré le fait que tu arrives à dédramatiser ce genre de choses-là, est-ce que des fois ça t'arrive de penser peut-être à la... Même si t'évites d'y penser et c'est OK, est-ce que des fois ça t'arrive quand même d'y penser et d'avoir peur ou t'arrives à te rassurer? Je sais pas, peut-être que tu peux aussi avoir plus que d'avoir peur pour toi, mais d'avoir peur pour tes proches, de comment ils vont vivre après. Alors, la question de la peur, enfin, je pense que personne ne dirait j'ai pas peur. Mm. C'est pas possible. On est humain, on essaye tous d'éviter la mort, même s'il y a un moment où forcément on est confronté, surtout normalement avec la vieillesse. Donc, je mentirais si je dirais que je n'avais pas peur. Il y a forcément des moments. En fait, c'est bizarre. Des fois, je me dis, ça se trouve, je suis dans le déni total tous les jours. C'est pour ça que je rigole. Après, ça me dérange pas non plus. Enfin, en soi, je connais la maladie, donc c'est pas juste je l'évite. De toute façon, mon corps me rappelle bien souvent que j'ai la maladie. Mais il y a des moments où je me retrouve à rigoler toute seule parce qu'en fait, je réalise que sur des milliers de personnes où on se dit, ah, ça arrive toujours aux autres, ah, les pauvres, ça m'arrive à moi. Là, en fait, là, même quand je te le dis, je réalise, je fais, ah, quand même, c'est chaud. Ouais. Donc, voilà, il y a des moments où, oui, je vais pleurer. Enfin, je pense que le moment où je pleure le plus, c'est quand je vois des gens faire ce que j'ai envie de faire. Donc, par exemple, danser. J'adore danser. Je les vois danser. Je suis en mode, mais moi, je sais le faire. Des fois, je suis même aigrie. Je fais, pff, je danse mieux qu'eux. Donc, voilà. Et donc, forcément, ça me fait peur parce que je repense au fait que bah, j'aurais pas d'enfants. Donc, je voulais appeler mes enfants Gabriel et Léna depuis que je suis petite, hein. Et là, je me dis, ouais, mais il n'y a pas. Donc, forcément, ça me fait peur. Je me dis, mais. Enfin. Il y a des fois où je me dis, mais comment continuer si j'ai pas de futur? Bon, après, ça dure 2 secondes. Après, je me dis, oh, allez, rebooste-toi et tu continues ta vie. Mais donc, ouais, j'ai peur de ça. Et comme tu disais, j'ai très peur, en fait, de laisser mes proches derrière. Parce que, malheureusement, en fait, ça me fait culpabiliser alors que c'est même pas de ma faute. Mm. Mais je sais que tout le monde, ça fait, enfin, en même temps, c'est pas faux non plus, hein, mais je sais que tout le monde sera triste, tous mes proches forcément Bah seront oui, tristes, c'est c'est pas, normal. c'est normal. Oui. Et du coup, bah justement, il y a un moment où j'ai beaucoup pleuré. L'église, généralement, je pleure beaucoup parce que c'est peut-être le moment où, en fait, tout se relâche. La louange est magnifique, donc je pense que ça fait, voilà. Et il y a un moment, une fille qui se faisait baptiser, qui racontait que au moment où elle a commencé à s'intéresser à la religion, c'était quand son meilleur ami, donc depuis toujours, était décédé très jeune, vers 16 17 ans, d'une maladie.
Donc, forcément, enfin, ça me revoit enfin, à moi. Et donc, je la voyais pleurer. Il y avait ma sœur, du coup, elle pleurait, et moi, je pleurais aussi. Parce que moi, en fait, je me disais, mais j'ai pas envie de laisser mes parents, ma famille, enfin, tous mes proches dans cet état. J'ai pas envie. Alors que pourtant, en soi, enfin, bah justement, par rapport à la religion, je me dis, j'ai pas si peur de la mort. Même si je préférais rester là. Mais j'ai pas envie qu'ils soient tristes, même si c'est inévitable. Et je sais que ma sœur, même si elle le vit extrêmement bien, j'ai jamais vu une fille aussi courageuse que ça. Mais elle m'a déjà dit que pour elle, c'est dur parce que, bah, en fait, elle ne se voit pas se marier sans que je sois là, avoir des enfants sans qu'ils aient leur tata. Enfin, c'est des trucs où, depuis toujours, on se dit, bah, c'est normal, c'est la logique des choses, ça sera forcément comme ça. Mais là, en fait, je serais. Enfin, c'est trop bizarre à expliquer, mais la tata décédée. Enfin, Mm. donc, je trouve ça assez dur. Même là, moi, ça me fait du mal. Bah, justement, je pense que ce qui me fait le plus de mal, c'est de penser, bah, en plus, bah, surtout à ma soeur. Ma soeur, c'est l'amour de ma vie, je l'aime tellement. Et, et donc, je sais que pour elle, c'est compliqué. Donc, j'ai pas envie de la laisser toute seule, la laisser tomber. Et le fait aussi que ce soit ma petite sœur, je me dis un jour où elle sera plus grande que moi, je m'imagine déjà ça parce que je vois les gens sur TikTok qui parlent enfin, de leurs proches qui sont décédés et je vois à quel point ils sont tristes. Moi, je dis, moi, ça sera ma sœur, ça. Moi, non, il n'y a pas moyen. Et j'ai pas envie de la laisser comme ça, c'est. Voilà. Donc, Ouais. oui, c'est ça. Après, t'as eu les mots justes au début, t'as dit bah je sais que c'est pas de ma faute, enfin que tu pourras rien y faire et c'est pas enfin comment dire, c'est pas ta tu peux pas être t'es pas responsable, tu vois, et du coup bah enfin tu pourras rien y faire. Après je me dis que le brin de soleil, je pense que tu dois être dans leur vie quand même. Je pense que tu vois, ils vont être tristes, je veux dire voilà, mais là pour l'instant t'es là et t'es avec eux et c'est ce qui compte. Je pense que c'est plutôt ce qu'il faut se dire au départ, enfin, je pense Oui, que c'est plus comme ça qu'il faut voir. Et parce que si tu penses à quand tu seras plus là, je pense que enfin, ça doit tellement être douloureux que vaut mieux éviter d'y penser. Mais même si je pense que c'est inévitable d'y penser, je pense qu'il y a des moments où tu dois être avec ta famille, où tu dois te dire que ne serait-ce que les anniversaires ou Noël, je oui, pense que c'est ça, ça. tu dois te dire un jour, je serai plus autour de cette table ou ce Oui, genre de choses. oui. Bah forcément, tu y penses. Après, je pense que mes proches, enfin, enfin, voilà, c'est bizarre, mais ils pensent. Enfin, non, c'est pas bizarre en soi parce que c'est plus eux qui vont y penser parce que c'est eux qui vont rester. Mm. Et justement, en fait, j'ai pas envie qu'ils me fassent non plus culpabiliser d'une chose pour laquelle je suis pas responsable, même si je sais que pour eux, c'est compliqué parce que forcément, eux, ils s'imaginent. Enfin, moi, donc, dans ma famille, on est quatre. Là, ils sont trois. Enfin, ils veulent pas être trois, ils ont toujours été quatre. C'est pour toujours être quatre. Mm. Et, et donc, forcément, enfin, eux, je pense, c'est plus compliqué pour eux. Je pense que ça dépend aussi enfin, de la proximité ou de la sensibilité de chacun aussi. Dans le sens où mon père, quand même, il gère quand même bien la chose. Ma mère, c'est un peu plus compliqué, bah, c'est une maman. Voilà. Mes amis, enfin, ça va aller. Il y en a pour qui ça sera plus compliqué que d'autres parce qu'ils arriveront plus ou moins à gérer. Mais c'est vrai que bah, je pense surtout pour mes parents, c'est compliqué parce que c'est un cadre différent. Ma famille aussi, mes tantes, mes oncles. Enfin, c'est plus eux qui vont penser à l'après. Et justement, comme tu disais, moi, je suis la première à dire, oui, mais il faut profiter d'aujourd'hui. Il y a un moment où je serai plus là, malheureusement. Voilà, je sais que je vais tous vous manquer parce que j'étais une personne incroyable. Euh, mais euh, pour eux, c'est compliqué. Forcément, en fait, ils pensent à l'après. Donc, forcément, ils sont tristes maintenant. Et je leur dis, oui, mais vous êtes triste là et vous serez triste après, c'est nul. Oui, Mais c'est quelque chose d'inévitable. Enfin, tu peux pas. Voilà, c'est ouais. compliqué. D'un côté, c'est dur pour eux et c'est dur pour toi aussi de te dire, bah, moi aussi, je serai plus là. Mais d'un côté, comme tu l'as dit, c'est eux qui restent. Ouais, Donc, c'est ça. et, Et moi, j'avais une petite question, j'ai voulu te la poser, mais du fait que maintenant, t'es ta vie, enfin, depuis la maladie, l'annonce, ta vie qui change, est-ce que tu as des regrets, entre guillemets, sur ta vie avant la maladie, en te disant potentiellement, peut-être que j'ai pas assez profité, ou alors au contraire, tu te dis, bah si, j'ai assez profité parce que de ce que je connaissais de la vie à ce moment-là, j'ai assez profité, maintenant, c'est entre guillemets une autre vie que je vis, et je vais la profiter d'une autre manière, mais tout en profitant au maximum. Alors, je pense que c'est important de pas, encore une fois, enfin, la culpabilité, il faut vraiment l'éloigner au maximum parce que elle a rien à faire dans la maladie. Donc, c'est important de pas se dire oui, j'ai pas assez profité, etc. Déjà parce que, comme tu as dit, je ne connaissais pas la maladie. Donc, peut-être que si j'avais su dès le début, bah,
bah, j'aurais fait comme aujourd'hui, profiter, en fait, tout réunir, enfin, en quelques années. À ce moment-là, je ne le savais pas. Donc, il y a toujours des regrets, mais pas par rapport à la maladie, par rapport à des choses que j'ai faites, etc. Mais ça sert à rien, en fait, d'y penser, parce que de toute façon, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Et justement, c'est aujourd'hui, en sachant la maladie, que je vais encore plus profiter. Et justement, il y a une personne qui m'a posé une question, si, enfin, elle a essayé, enfin, en soi, je l'ai trouvé très bien sa question, euh, si j'avais été contente de connaître un peu mon espérance de vie, ou si j'aurais préféré ne rien savoir. Mm. Et moi, j'ai dit que la maladie, vu qu'elle reste la même, je suis contente en fait de connaître l'espérance de vie, parce que peut-être que j'aurais moins eu ce stress, etc. Mais au moins, en fait, je fais plein de trucs. Vraiment, j'ai jamais fait autant de trucs en quelques mois. Mes parents, ils font vraiment me profiter à fond. Et voilà, à chaque fois, je peux rayer des petits trucs que j'ai fait dans ma liste des envies. Et donc, ouais, c'est pour ça, c'est important d'aller de l'avant. Et de toute façon, le passé, c'est passé. Donc maintenant, faut continuer. Et j'adore ta philosophie, vraiment tout au long du podcast. Le fait que tu arrives à rester hyper souriante, à être parfois très second degré sur ta maladie et être là, mais très positive. Vraiment, je trouve que c'est une boule de force. Et s'il y a des gens qui ont cette maladie-là, qui nous écoutent, j'espère que enfin, ça vous redonne du baume au cœur et tout, parce que vraiment, c'est incroyable. Merci. Voilà. Non, mais c'est sincère. Et est-ce que d'ailleurs, bah, en parlant de ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent alors, pour ceux qui ont la maladie qui nous écoutent et ceux d'un autre côté qui l'ont pas, peut-être un conseil, je sais pas, plus général, ce que tu veux sur la vie en général. Voilà, c'est la question souvent que je pose. Est-ce que aux invités, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Alors, je pense, bah déjà pour ceux qui ont la maladie, en fait, c'est pas grave d'être triste, c'est pas grave d'être vulnérable, c'est important la vulnérabilité. C'est aussi une force de caractère. Enfin, tout n'est pas tout beau, tout rose, et ça, en vrai, pas forcément par rapport à la maladie. Au quotidien, il y a des choses, enfin, ça peut être très général, mais même perdre quelqu'un, enfin, d'un décès ou pas quelqu'un, enfin, une rupture, etc., ça peut être extrêmement compliqué. Donc, même si c'est dur, c'est important de se dire, voilà, on n'a qu'une seule vie, voilà, plus ou moins courte selon les personnes, mais en fait, c'est important pour moi de laisser aussi l'image de qui on est vraiment à son entourage et de profiter et de se dire, bah, j'ai une super vie. Enfin, voilà. Même s'il y a des choses qui nous tombent dessus, qui sont pas évidentes. Il y a un nouveau concept depuis le début du mois, enfin depuis le début du mois, du coup je vais être la première à le tester. Mais en gros, je pose une série de 5 questions à tous les invités, quels qu'ils soient. C'est des questions super générales. Et du coup, l'invité répond et à la fin, enfin, tu dois répondre à la question que l'invité précédent a posée à l'autre invité. Est-ce que tu es prête pour répondre aux questions? C'est des questions générales, alors Oui. du coup, voilà, tu peux répondre ce que tu Vas-y. veux. Vas-y. Ok. Est-ce que là, enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ton toi d'il y a 5 ans? En sachant ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Oh, j'avais pas pensé, parce que bah, comme je t'ai dit, moi j'ai toujours vécu dans le futur, donc vivre dans le passé, c'est différent encore. Euh, Profite de la vie, te pose pas de questions, et de toute façon, on verra bien comment avance le futur, mais profite, voilà. Et peut-être aussi, ne sors pas avec un certain garçon et tu sauras pourquoi. Ah. Donner des conseils amoureux, c'est très bien. Quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'ait fait sortir de ta zone de confort? Alors, je fais beaucoup de choses qui me font sortir de ma zone de confort, mais bon, c'est pas très récent maintenant, mais pour moi, c'est le plus important. C'était il y a quelques années, quand j'avais 16 ans, je suis partie un an vivre au Pérou, toute seule, dans une famille d'accueil. Ah, trop bien. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Troisième question. Si tu pouvais me poser n'importe quelle question et que j'avais une obligation de répondre, quelle question tu poserais? Qu'est-ce que tu préfères faire dans la vie? Voyager. Très Ouais. bonne réponse. Ouais. Très bonne. Le Pérou, Ouais. un pays incroyable. Ok, oui. Bah, oui, mais j'ai un ami à moi qui y est allé. Apparemment, c'était magnifique, hein. Génial, génial. Et t'as fait les États-Unis ou pas? Oui, oui, oui. J'ai Il y a un- fait l'Ouest américain et New York bah, il y a pas longtemps, en août. Et Génial, franchement. tu conseilles quoi? Enfin, entre les deux, parce que du coup, je voulais faire les deux, mais le premier, quel est celui le plus incroyable? Complètement différents les deux. Et je pense que l'Ouest américain, bon, coûte aussi. Ah, quoique New York, ça coûte super cher, hein. Mais l'Ouest américain peut-être plus impressionnant. Si t'aimes aussi beaucoup les paysages, vraiment super beaux.
Voilà. Même si au départ, je ne suis pas trop ville, mais New York, incroyable. Mais je pense que l'Ouest américain, c'est impressionnant. Tu vois le Grand Canyon, la vallée de la mort, enfin, c'est Ouais. plein de trucs. Donc, ouais. Ok, ok. Bon, je ferai peut-être ça cet été. Tu m'as peut-être convaincue. Parce que j'hésitais entre les deux, alors je me suis dit, bon. Ouais. Ah oui. La question, du coup, qui a été posée par les personnes avant, Mhm. c'est, bah, du coup, quel est ton plus grand rêve? Euh, alors, je pense que, enfin, ça peut paraître très triste, hein, mais aujourd'hui, vraiment, ça serait de vivre, en fait, toute une vie, même si c'est pas possible. Et sinon, en dehors de la maladie, mon plus grand rêve serait de rencontrer toujours plus de monde. J'adore rencontrer des gens. Voilà. Ou alors Oh, faire un recueil de poèmes qui est dans les cours de première. Ça, c'est j'aimerais bien. vrai? Oui. Oh, mais c'est incroyable. Ok. Et bah, la dernière question, du coup, c'est quelle question tu aimerais poser au prochain invité où il aura l'obligation de répondre? Quelle est la partie de ton corps que tu préfères le plus? Oh, ok. Intéressant. Ok, ok. Eh bien, écoute, on arrive à la fin du podcast. Mhm. Je te remercie, bah, du coup, je te remercie une nouvelle fois, mais je fais que te remercier ce podcast, mais vraiment, je te remercie une nouvelle fois bah, de m'avoir donné de ton temps pour faire le podcast. T'es une personne incroyable, vraiment, donc pleine de force. Enfin, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont être d'accord avec moi, mais vraiment, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, voilà. Merci à toi. Je suis trop contente vraiment. Quand tu m'as proposé de faire un podcast, j'étais en mode, j'ai l'impression d'être une star. C'est ouf. Mais Oui, non, j'ai franchement, ton merci interview beaucoup. hier. Non, j'aime bien aussi répondre aux questions et justement, en fait, je trouve ça bien. Déjà, j'aime trop ton compte, mais j'aime Merci. bien aussi les sujets que tu abordes, etc. Même les 5 blessures de l'âme que j'ai lues, du coup, j'étais trop contente. Tu l'as lu, il est incroyable Et ce livre. il est trop bien. C'était la révélation de ma vie, moi. Il est génial. Lisez le livre. Donc, Euh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast.